Réponse au conseil municipal du 29 avril 2026. Je vais commencer par faire l'appel des présents, si vous le voulez bien. Madame Catherine Barbero. Monsieur Fabrice Bussy. Madame Fanny Belly. Monsieur Alexandre Cher. Madame Charlotte Lemétour a donné pouvoir à Madame Martins. Monsieur Olivier Lucas. Madame Isabelle Jodin. Monsieur Christophe Lambert. Madame Sandrine Martins. Monsieur Thibaut Fadin. Monsieur Christophe Lasserre. Madame Laurence Dibert. Madame Valentine Faure-Piécart. Monsieur Cédric Le Chevalier. Madame Gaëlle Trampon a donné pouvoir à Madame Faure-Piécart. Matteo da Silva Matos. Madame Betty Foulon. Monsieur Henri Aubert a donné pouvoir à Monsieur Lasserre. Madame Martine Marchal a donné pouvoir à Madame Maud Dibert. Monsieur Lenny Martins. Présent. Monsieur Hervé Guise. Présent. Madame Nathalie Ferreira Fardelonne. D'accord. Pouvoir Monsieur Guise. Monsieur Éric de Rivry arrivera avec un peu de retard, on notera l'heure et le point. Madame Dominique Françoise. Présent. Monsieur Christophe Prudhomme a donné pouvoir à Madame Françoise. Madame Corsi. Oui, présent. Très bien. Nous avons le quorum. Je vais désigner le ou la secrétaire de séance et je propose Madame Fanny Billy qui accepte. Je vous remercie. Nous passons aux différentes approbations des conseils municipaux. Je fais les actus après ? Non. On fera les actus après. Approbation du premier procès verbal du conseil municipal du 15 décembre 2025. Y a-t-il des observations? Oui, Monsieur Guise. Merci. En préambule à nos remarques, nous soulignons que Franck Paris, en sa qualité de secrétaire de séance et à notre connaissance, n'a pas été sollicité pour une relecture de ce PV. Page 3. Enedis, plan pluriannuel d'investissement 2026-2030. J'ai souligné que ce plan pluriannuel d'investissement Enedis 2026-2030 n'a pas été abordé lors de la commission mixte travaux-sécurité du 9-12-2025. J'ai indiqué que la seule information de ce PPI est un montant de 100 kg pour 5 ans, 2026-2030, destiné à l'amélioration fiabilité réseau, ce qui apparaît vraiment insuffisant pour apprécier ce PPI. M. Schaeffer a reconnu cette absence d'éléments. Page 7, affectation du résultat de l'exercice 2024, annule et remplace la délibération 2025-26. J'ai souligné avoir trouvé du coup moi-même ma réponse à ma question formulée lors du conseil municipal de septembre sur le montant de 1 465 929,22 € repris dans les documents de 2024. Ce montant est effectivement corrigé à 1 465 608,88 €. J'ai ainsi confirmé que ce chiffre n'était donc pas le bon chiffre. Page 10, question pomponne à Nouvel Élan 1, concernant la visite de la maison située 7 rue du Général Leclerc. Après votre réponse, j'ai demandé à Christophe Prudhomme s'il a pu visiter la maison lors de cet atelier. Christophe Prudhomme a répondu par la négative, car cet atelier n'avait pas comme seul objectif de visiter les extérieurs. Page 10, question 3, concernant les équipements achetés par la police communale de Pomponne. Pour les caméras GoPro, vous avez seulement dit ne pas savoir répondre, sans préciser que la mairie ne semblait pas avoir fait cet achat. Page 10, question 4, concernant la remise en peinture de la signalisation horizontale de la route de Bordeaux. Vous avez répondu que cette signalisation sera remise en peinture après les travaux d'installation des ralentisseurs. Page 11, questions 8 et 9. Vous avez refusé de répondre à nos 2 dernières questions en motivant votre refus qu'une de nos questions en comprenait 4. Il est donc surprenant de voir ces 2 questions reprises dans le projet de procès verbal et nous vous demandons donc de les retirer. Page 11, question Ensemble citoyen de Pomponne 1, relative à l'inauguration d'un programme immobilier privé. À la fin de votre réponse, vous avez indiqué que c'est le promoteur qui a pris l'initiative d'organiser cette cérémonie d'inauguration d'un programme immobilier à laquelle il vous a invité. Page 11, question 2, relative au Téléthon. Après votre réponse, Christophe Prudhomme a indiqué que la commune n'est pas reprise dans la liste officielle des partenaires déclarés par l'AFM Téléthon. Vous l'avez alors remercié pour cette information relative à un oubli de leur part. Page 11, question 3, relative à la nouvelle bibliothèque Annie
et Jean Philbert. Vous avez aussi précisé que les contraintes physiques ne permettent pas d'accueillir plus de 19 personnes. L'espace est trop petit et il n'y a qu'une seule issue de secours pour tous les services. Christophe Prudhomme a regretté que la nouvelle bibliothèque ne peut malheureusement accueillir une classe entière. Ça sera tout pour moi. À la fin peut-être. D'accord, très bien. Avec l'incorporation de ces remarques, nous passons à l'approbation du PV du 15 décembre 2025. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe au PV du conseil municipal du 6 février 2026. Des observations? Oui. Merci. Page 1, approbation du procès-verbal du conseil municipal du 26 septembre 2025. Pourquoi mes remarques lues et remises en séance ne sont-elles pas reprises dans ce projet de PV? Je vous demande de réparer cet oubli. Page 13, nouvelle délibération concernant l'approbation du PLU. Pourquoi ma déclaration lue et remise en séance n'est-elle pas reprise dans ce projet de PV? Je vous demande de réparer cet oubli. Pourquoi, page 15, pourquoi la déclaration lue et remise en séance par Dominique Françoise pour expliquer l'absence de questions diverses de la part de la liste Ensemble des citoyens pour Pomponne n'est-elle pas reprise dans ce projet de PV? Je vous demande de réparer cet oubli. Page 16, question 5, concernant le programme local de l'habitat, PLH. Dans votre réponse, vous n'avez pas évoqué les programmes immobiliers repris dans votre réponse, et ce paragraphe, dans votre réponse portée dans le PV, et ce paragraphe doit donc être retiré. En revanche, j'ai précisé qu'une démarche semblait engagée sur d'autres communes, et je vous ai demandé si Pomponne n'a pas été sollicité par un cabinet mandaté par Marne-et-Gondoire pour réaliser un diagnostic. Vous avez répondu par la négative. Je vous remercie. Merci. Avec les intégrations qui viennent d'être faites, nous passons à l'approbation du PV du conseil municipal du 6 février 2026. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe au procès-verbal du conseil municipal du 22 mars 2026. Y a-t-il des questions? Nous passons à l'approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et enfin, l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 31 mars 2026. Y a-t-il des observations? Oui, monsieur Guise. Une remarque. Page 12 et 13, question 3 concernant le point en X. Le tableau et la photographie n'ont pas été présentés en séance et ces éléments doivent donc être retirés du PV. Parfait. Avec cette observation, approbation du PV du conseil municipal du 31 mars 2026, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Nous passons rapidement aux actualités avant de passer au point du jour. Alors, ça va aller assez rapide. Donc, les dernières actualités, vous avez vu que depuis samedi dernier, le Salon d'art international de Pomponne a ouvert ses portes en grande pompe, donc depuis samedi. Donc je ne peux que vous inviter à y aller nombreux et autant de fois que vous voulez. C'est juste que c'est gratuit et c'est jusqu'au dimanche 10 mai. Toutes les informations sont sur les sites internet de la ville de Pomponne. Et puis les dates à retenir. Le 8 mai, nous avons donc la cérémonie du souvenir au cimetière, le 8 mai. Le 9 mai, il y a l'association Les Jardinaux qui propose un échange de plants de printemps à Pomponne, sur le parvis Marie-Christine Guillaume, de 14h à 17h, donc c'est le 9 mai. Le 9 mai toujours, on vient de recevoir l'information, il y a des fabrications de marque-pages à la bibliothèque de Pomponne à 14h30. Ça s'appelle Réaliste au marque-page floral et coloré. Ensuite, à partir du 19 mai jusqu'au 24 mai, du 19 mai au 24 mai, le festival Printemps de Parole de Marne-et-Gondoire. Donc regardez aussi sur le site internet de Marne-et-Gondoire et avec un relais sur le site internet de la ville de Pomponne. Et puis le 24 mai, ce sera la clôture du Salon d'art international de Pomponne avec un concert viennois qui sera à l'église de Pomponne pour la clôture du Salon d'art international de Pomponne avec des réservations sur le site internet, me semble-t-il. Voilà pour les dates à retenir. Nous allons passer à l'ordre du jour avec les différentes désignations des représentants de la commune pour les différentes entités. Ce que je vous propose déjà pour le point donc de 1 à 7, je crois que c'est de 1 à 7. 7, c'est sur les commissions. Bon, alors je pourrais refaire sur les commissions si vous préférez. Qu'on puisse permettre un vote à main levée, donc un vote bulletin secret comme il est d'usage. Est-ce que personne n'est contre? Est-ce qu'il y a des avis contre, des avis non, tout le monde est pour. Très bien. Donc nous passerons, si vous le voulez bien,
à vote à main levée pour aller plus rapidement pour ces désignations en l'occurrence. Bon. La première désignation concerne les représentants de la commune au SMAEP. Donc effectivement, comme d'habitude, les statuts du SMAEP prévoient la représentation de la collectivité en son sein. Il appartient à la collectivité désignée ou ses représentants appelés à siéger au sein du comité syndical. Là, il s'agit de deux représentants, un titulaire et un suppléant. Voilà. Son candidat, Madame Barbero et Monsieur Christophe Lasserre. Y a-t-il des avis contre? Abstention? Je vous remercie. Donc sont désignés Madame Barbero en tant que titulaire et Monsieur Christophe Lasserre en tant que suppléant au SMAEP. Au SIAM maintenant, il s'agit de voter pour un seul en fait finalement, c'est ça? Deux? J'en ai. Ah très bien, alors j'ai mes listes, excusez-moi. Absolument. Donc, même chose pour le SIAM, si vous voulez bien. Son candidat, Monsieur Christophe Lambert en titulaire et Monsieur Henri Aubert, qui n'est pas là, mais oui, voilà, qui sera suppléant. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. Enfin, à l'office du tourisme, il s'agit de désigner un seul représentant de la commune et candidat Madame Sandrine Martins. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Des représentants de la commune à la CLECT. C'est l'organisme qui vérifie les compensations de charges entre l'agglomération et les collectivités. Et candidate Madame Catherine Barbero, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Désignation des représentants de la commune à l'Assemblée générale et à l'Assemblée spéciale de la SPLA, c'est la Société foncière d'aménagement de la communauté de communes de Marne-et-Gondoire. Et candidat moi-même comme au dernier mandat. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, représentants au sein du CITREM sont candidats Madame Audibert et Monsieur Cédric Lechevalier en tant que titulaire et suppléant. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons à la délibération concernant les créations des commissions communales et les désignations de leurs membres. Donc comme c'est le point 7, est-ce que vous êtes d'accord toujours pour qu'on vote à main levée? On va voter des listes, enfin d'abord un nombre de représentants, puis des listes. Donc dans un premier temps, on décide de créer des commissions et de fixer le nombre de conseillers municipaux appelés à y siéger, tel que vous le voyez dans votre délibération, à savoir 10 membres sans compter le maire. Voici les énumérations des différentes commissions. Nous avons la commission communication, la commission urbanisme et développement urbain cadre de vie, la commission affaires scolaires et périscolaires petite enfance action intergénérationnelle et solidarité, et on pourrait mettre un S à intergénérationnel, la commission finances, la commission sécurité prévention, la commission animation association sport culture jeunesse, la commission travaux infrastructures patrimoine. Donc pour ces différentes commissions, nous proposons le nombre de... Ah, on peut peut-être ouvrir. Monsieur de Rivry, on accélère le point numéro 7. Bonsoir.
Donc, dans un premier temps, on va voter sur le nombre on va voter sur à la fois les commissions et le nombre de siégeants à ces commissions, tels que présentés. Y a-t-il des questions? Donc sur les noms des commissions et le nombre de membres par commission, qui est contre ce qui est présenté, qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons donc pouvoir voter pour les listes des personnes qui siègent. Dans un premier temps, pour la commission communication. Donc, il y a une représentation à la proportionnelle. Donc, nous proposons des membres de la majorité, puis nous allons vous demander quel représentant de votre liste, deux représentants de votre liste par commission. Donc, la commission communication, la proposition, ça sera composé de Madame Lemétour, Madame Forpier-Cars, Madame Barbero, Madame Martins, Monsieur Lucas, Monsieur Cher, Madame Trampon, Monsieur Lambert et, je vous écoute pour votre... Corsi et Éric de Rivry. Très bien. Donc, si vous le voulez bien, nous proposons la liste suivante pour les membres de la commission communication, donc Arnaud Brunet-Maire, Charlotte Lemétour, Madame Valentine Forpier-Cars, Madame Catherine Barbero, Madame Sandrine Martins, Monsieur Olivier Lucas, Monsieur Alexandre Cher, Madame Gaëlle Trampon, Monsieur Christophe Lambert, Madame Catherine Corsi, Monsieur Éric de Rivry. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc sont nommés à cette commission les membres susnommés. Pour la commission urbanisme maintenant, urbanisme, développement urbain, cadre de vie. Donc nous proposons les membres suivants. Donc Monsieur Olivier Lucas, Madame Laurence Audibert, Madame Marchal, Monsieur Martins, Monsieur Fadin, Madame Billy, Madame Foulon, Monsieur Lasserre et Dominique Françoise et Éric de Rivry. Et Madame Françoise et Monsieur de Rivry. Qui est contre cette composition? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour la commission affaires scolaires et périscolaires, petite enfance, action intergénérationnelle et solidarité, nous proposons la liste suivante. Madame Isabelle Jodin, Madame Trampon, Madame Lemétour, Madame Forpier-Cars, Madame Martins, Monsieur Lambert, Monsieur Da Silva Matos, Madame Billy et Catherine Corsi et Dominique Françoise. Madame Corsi et Madame Françoise. Pardon, je me suis trompé. Nathalie Fordelonne et Christophe Prudhomme. Pardon. Donc, Madame Fordelonne et Monsieur Prudhomme. Donc, Madame Jodin, Madame Trampon, Madame Lemétour, Madame Forpier-Cars, Madame Martins, Monsieur Lambert, Monsieur Da Silva Matos, Madame Billy, Madame Fordelonne, Monsieur Prudhomme. Qui est contre cette composition? Qui s'abstient? Merci. Commission Finances. Nous proposons Madame Barbero, Madame Billy, Madame Lemétour, Madame Jodin, Monsieur Bussy, Monsieur Cher, Monsieur Lucas, Madame Audibert et Catherine Corsi et Dominique Françoise. Madame Corsi et Madame Françoise. Donc, je récapitule. Donc, Monsieur Brunet, Madame Barbero, Madame Billy, Madame Lemétour, Madame Jodin, Monsieur Bussy, Monsieur Cher, Monsieur Lucas, Madame Audibert, Madame Corsi, Madame Françoise. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Maintenant, la commission sécurité, prévention, donc Arnaud Brunet, Madame Billy, Madame Foulon, Madame Marchal, Monsieur Fadin, Monsieur Le Chevalier, Monsieur Lambert, Monsieur Lasserre, Monsieur Cher et Dominique Françoise et Hervé Guise. Madame Françoise et Monsieur Guise.
Donc avec cette composition, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Il y a 2 fois la même. Hein? Ah pardon, il y a 2 fois dans la délibération. D'accord, excusez-moi. Donc on enlèvera ce point, enfin on refera le comptage et on corrigera dans la délibération. Concernant la commission animation, association, sport, culture, jeunesse, nous proposons donc M. Brunet, M. Bussy, Mme Jodin, Mme Trampon, Mme Lemétour, Mme Martins, Mme Forpier-Cars, M. Da Silva Matos, Mme Billy et Christophe Prudhomme et Hervé Guise. Et M. Prudhomme et M. Guise. Donc avec cette composition, je mets au vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Pardon. Commission travaux, infrastructures, patrimoine. Donc M. Brunet, M. Cher, Mme Barbereau, M. Martins, M. Le Chevalier, M. Lucas, Mme Maudibert, Mme Billy, M. Bussy et Nathalie Fordelonne et Éric de Rivry. Et Mme Fordelonne et M. de Rivry. Je soumets au vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Donc seront élus tous les membres qui ont été désignés lors de cette délibération. Je vous remercie. Nous allons passer à la délibération numéro 8 qui concerne le budget primitif 2026. Et je vais laisser la parole à Madame Catherine Barbereau. Merci. Pardon, bonsoir à tous. En préambule, je dirais par rapport à cet examen du budget primitif et à son vote, je voulais souligner que nous avons, malgré le fait que les commissions n'aient pas été encore organisées ni déterminées, ni je dirais ni que les participants y soient actés et votés. À mon initiative, j'ai demandé à ce que l'on puisse faire une réunion préalable, format commission, on va dire ça comme ça, format commission. Donc, je remercie d'ailleurs l'opposition et les élus que j'ai sollicité très rapidement jeudi dernier d'y avoir participé. Donc, ça nous a permis de voir préalablement un certain nombre de questions. Il y en aura certainement d'autres, bien évidemment. Je pense Madame Françoise nous a confirmé qu'elle allait échanger avec les autres membres de sa liste et Madame Corsi. Voilà, oui, c'est ce que j'avais pas fini ma phrase. Mais en tout cas, oui, Madame Corsi et Madame Françoise ont dit qu'elles allaient en discuter et transmettre ce qui avait été vu. Puis on aura certainement d'autres questions. Comme je le fais habituellement, j'essaye de toujours et surtout, comme nous avons une assemblée qui a été quand même renouvelée, donc qui a pas forcément l'habitude de cet exercice du budget. Et me voulant essayer d'être le plus pédagogique possible pour une bonne compréhension à la fois des élus qui sont présents et du public qui nous regarde, essayer de remettre en place quelques notions pédagogiques pour que tout le monde remette bien en place ses idées en dehors de la réunion que nous avons menée jeudi dernier, dans laquelle justement on a bien reprécisé cette chose. C'est souvent un exercice assez ardu, les finances des collectivités, ce n'est pas tout simple, mais enfin on peut en retenir quelques éléments. Myriam. Voilà, quelques rappels. Donc très rapidement, avant de passer, je dirais, à l'essentiel, le budget d'une commune, c'est fait d'une section de fonctionnement et d'une section d'investissement. Très rapidement, je vous laisse lire, très rapidement, la section de fonctionnement, c'est la gestion courante du quotidien. Je vais revenir dessus après. Et la section d'investissement, c'est plutôt la gestion de l'avenir, du patrimoine que l'on va mettre en place. Donc vous voyez quelques exemples sur la partie fonctionnement. Le quotidien, c'est le fonctionnement des services, l'entretien du patrimoine, on verra. Et puis s'assurer aussi qu'on puisse avoir en contrepartie des dépenses, bien évidemment, puisqu'il y a des recettes et des dépenses,
il puisse y avoir aussi ces recettes qui arrivent régulièrement et de diverses sources, bien évidemment. Sur la section d'investissement, ça peut être la construction d'une école, la rénovation de voirie, enfin voilà, vous avez des exemples multiples. Et on inclut dans la section d'investissement le remboursement de la dette. C'est peut-être une particularité de nos finances. Alors, voilà, très rapidement, alors je n'ai pas tout mis, mais dans les deux sections, section de fonctionnement, section d'investissement, toujours des dépenses et des recettes, on verra qu'ils doivent être équilibrés et qui comportent un certain nombre de rubriques, on va dire ça comme ça. On appellera ça plus tard peut-être des chapitres ou des articles, mais en tout cas, très sommairement, ce que peut contenir par exemple les recettes de fonctionnement, la fiscalité locale, les dotations de l'État, les subventions, les prestations et services municipaux. Je reviendrai dessus lorsqu'on verra un peu les sommes et les répartitions des sommes qui sont budgétées pour 2026 sur ces différents postes. Les dépenses, bien sûr, alors il peut y avoir des dépenses de fiscalité locale, les subventions, là aussi, les prestations de services, mais à l'inverse, celles qu'on va demander, alors que les recettes, c'est par exemple les recettes que l'on peut recevoir des prestations scolaires, de cantine, de périscolaire, c'est un exemple. Les locations de salles, enfin voilà, et les prestations de dépenses, ce sont les prestataires auxquels nous faisons appel, notamment, par exemple, pour la voirie. Il n'y a pas que ça. Donc la section d'investissement, on retrouve dans les recettes les subventions ou les dotations, un certain nombre de dotations, les récupérations, les reversements de TVA, donc ce qu'on appelle, vous verrez un petit peu plus loin, le FCTVA. Donc c'est un peu la récupération d'une partie de la TVA, et je pense que je l'ai déjà précisé de nombreuses fois, la loi de finances 2026 a réduit le pourcentage ou le taux de reversement de cette TVA. Donc en recette, c'est vrai que ça va nous contraindre un petit peu, mais il va falloir faire avec. Et puis des produits divers de certaines sessions. Les dépenses, les travaux, les immobilisations, bien sûr, et les amortissements. Et puis ce que je citais il y a 2 minutes, le remboursement en capital des emprunts. C'est la dette. Un tout petit rappel rapide sur les règles d'or des budgets communaux. Il y a en fait 5 règles d'or que les budgets communaux et les votes des budgets communaux doivent respecter. Le principe d'annualité, donc ça veut dire tout simplement que le budget est voté sur l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Voilà, et que chaque année, la collectivité adopte son budget pour l'année suivante. Habituellement, le vote du budget s'effectue jusqu'au 15 avril. Là, exceptionnellement, compte tenu de l'année des élections, nous devons le voter avant le 30 avril. Donc, nous sommes dans les temps. La règle de l'équilibre réel implique l'existence d'un équilibre entre les recettes et les dépenses des collectivités. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les budgets de l'État, mais en tout cas pour les collectivités, nous devons être à l'équilibre entre dépenses et recettes dans chacune des sections que je vous ai présentées préalablement. On peut éventuellement prévoir des excédents, mais ça c'est une exception. Donc, je reprends ça. Le principe d'unité. Donc, nous avons un document budgétaire. Donc, le budget il figure dans un document budgétaire unique. Vous verrez, on l'a déjà, je pense, précisé, qu'auparavant, donc le vote des comptes qui est un petit peu différent, c'est-à-dire les comptes de l'année écoulée, se votaient précédemment avec le compte administratif et le compte de gestion. Désormais, et cette année, c'est pour ça que ça expliquera peut-être un certain nombre des détails que je vous donnerai, et Myriam, notre DGS, reprécisera au besoin, si le détail que je donne n'est pas suffisant. Nous aurons ce qu'on appelle un CFU, un certificat unique, un compte financier unique, à chaque fois je me trompe, un compte financier unique. Donc voilà, c'est une nouveauté pour Pomponne. Sur les communes avoisinantes, certaines, dont l'ANI d'ailleurs, connaissent bien le sujet, l'ont déjà mis en place, je pense, depuis l'année dernière. En tout cas, cette année pour 2026. Donc tout ça, c'est en cours.
Le principe d'universalité donc spécifie bien sûr que toutes les opérations de dépenses et de recettes soient indiquées dans leur intégralité et sans modification dans le budget. On touche là à ce qu'on appelle la sincérité des documents budgétaires, c'est-à-dire que si on estime que dans un budget il doit y avoir telle ou telle somme ou dans un article ou même plutôt dans un chapitre tel ou tel montant qui soit affecté à une dépense ou à une recette, il faut que cela corresponde le plus possible, bien évidemment, à ce que l'on a envisagé de faire. Donc, ce que l'on fait tous les ans. Le principe de spécialité des dépenses, donc, consiste à n'autoriser une dépense qu'à un service ou à un objet particulier. Voilà. Donc, les dépenses ou les recettes sont spécialisées par ce qu'on appelle les chapitres. Je reprécise bien que nous aurons à voter, puisque c'est le principe et la réglementation des principes comptables de M57, la réglementation comptable M57, que nous aurons à voter, nous ne pouvons voter le budget que par chapitre. D'accord ? Et on lira d'ailleurs, il y a une délibération ensuite sur la fongibilité des crédits qui autorise un certain nombre de mouvements éventuels qu'on n'a jamais utilisés jusqu'à présent, je crois, de mouvements très réduits entre deux chapitres. Voilà. Alors, le budget 2026. Donc, vous avez, les élus ont reçu un document de 132 pages, dont on a examiné essentiellement les pages peut-être les plus visibles, qui peuvent poser le plus de questions, de questionnements, qui sont en gros les pages 6 ou 7 jusqu'à 42, je crois. Voilà. Alors, je ne sais pas si on a mis un dans le petit dossier. On l'a pas mis. Non, on l'a pas mis. Mais on en avait remis lors de la réunion de jeudi dernier. Je ne me perds pas. Donc, les grandes masses, si vous voulez bien, donc qui apparaissent pour le budget et qui apparaissent dans la note de présentation aussi dans la délibération. Un budget de fonctionnement de 3 972 912,02. Donc, vous voyez que c'est équilibré en termes de fonctionnement. On va revenir sur le détail. En termes d'investissement, on aura un budget de 132 877,40, ce qui nous fait, en fonctionnement et investissement confondus, ou agglomérés en tout cas, 6 105 789,42. Une petite précision qui a été d'ailleurs apportée à une question tout à fait légitime. Dans le document qui vous a été remis, il n'y a pas les restes à réaliser. Donc, alors que dans ce que l'on vous présente, on a... la DGS pourra revenir dessus puisqu'elle a géré ça avec le Trésor public. On n'a pas encore la confirmation définitive des restes à réaliser, donc du report prévisible sur l'investissement, que cela concerne les recettes ou que cela concerne les dépenses. Donc on n'a pas souhaité le mettre dans le document qui vous a été de 132 pages, mais par contre il nous paraissait intéressant et naturel que l'on puisse déjà évaluer à la fois sur l'investissement, les dépenses et les recettes, pour que vous ne soyez pas surpris que l'on puisse avoir moins de recettes que de dépenses. Voilà. Donc, en fait, les sommes donc, de 2 132 877,40 prennent en compte le report prévisible qui va nous être confirmé, on est incessamment sous peu, puisque Myriam est en liaison avec le Trésor public pour confirmer tout cela, de 1 427 714,22 qu'il faudra rajouter aux 708 000, j'ai plus en tête exactement, 705 000, voilà, qui figurent dans le document de 132 pages. Il faudra également, donc, puisque ça c'est pour les recettes, et pour les dépenses, donc les restes à réaliser seraient un peu plus de 64 000 euros pour ce qui concerne les dépenses. Voilà. Donc, cette précision avait été apportée à la réunion de jeudi. Voilà, ça me semblait important de le préciser. Myriam, allons-y. Alors,
Je vous propose qu'on fasse un focus sur les dépenses de fonctionnement. Alors, les dépenses de fonctionnement, pour reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure, ça sert à quoi ? À quoi c'est nécessaire et pourquoi est-ce qu'on vote un budget de fonctionnement ? Si on avait à faire très très simple, le fonctionnement, c'est destiné au service du quotidien et puis à la rémunération de nos agents municipaux qui œuvrent pour la commune tous les jours. Voilà. Donc, juste pour essayer de visualiser un peu ce que sont les services au quotidien, puisqu'on finit un petit peu par l'oublier parfois. Donc, ce sont des structures pour les enfants. Alors, j'en ai oublié, j'ai pris que les principaux, mais c'est un groupe scolaire qui va avoir 16 classes, puisqu'il y aura une classe de plus en élémentaire, c'est ça, à la rentrée. Enfin, sous réserve qu'elle soit confirmée en juin. Mais en tout cas, on a eu le courrier, Isabelle pourrait le confirmer aussi. Voilà. Ce sont aussi des équipements numériques pour les élèves, enfin pour les écoliers, un théâtre de verdure, un accueil de loisirs aussi qui fonctionne à plein. Ce sont aussi des espaces de jeu pour les enfants qu'on a essayé de disséminer, mais de répartir le plus équitablement possible dans l'ensemble des quartiers de Pomponne. Donc, c'est vraiment pour investir dans l'éducation et donc aussi investir dans l'avenir. Vous allez me dire, ce sont peut-être ça ressemble à des investissements. Ben oui, mais les investissements, il faut penser ensuite comment on les entretient, comment on fait le ménage dans les groupes scolaires, comment on entretient le théâtre de verdure en termes d'espace vert, voilà, comment on gère les personnes et les animateurs qui s'occupent de l'accueil de loisirs, etc., et comment on fait que les jeux d'enfants soient sécures. Voilà, donc vous pouvez, merci. Donc des structures aussi pour les sportifs, on a un stade de foot, on a 2 stades, des équipements aussi pour adultes, faut penser aussi à notre bonne forme et à notre bonne santé aussi, le boulodrome, la halle des sports qui est constamment occupée soit par les scolaires, soit par les associations, j'en ai oublié, donc qu'il m'excuse, mais en tout cas, voilà, mais en tout cas tout ça. Alors on est passé aux espaces verts, mais enfin tout ce qu'on fait à Pomponne et ce que font toutes les communes ou sous tous les mandats, c'est de gérer ça au mieux pour la satisfaction des Pomponnais. Donc on va pouvoir passer à suivant. Donc l'entretien des espaces verts, vous savez que, alors j'ai mis inédite parce que j'avais pas forcément le nombre d'hectares, mais on sait bien qu'on a des surfaces d'espaces verts exceptionnels à Pomponne, voilà, donc Laurence pourrait nous le dire, mais en tout cas qui demandent beaucoup d'entretien, surtout certaines années où ça pousse à toute vitesse. On a quand même 2 routes départementales, c'est pas rien, ça veut dire que c'est très utilisé par les Pomponnais, mais c'est aussi utilisé par beaucoup d'autres utilisateurs, beaucoup d'autres automobilistes ou des camions, parfois assez imposants. On a quand même des services de jardin potager, on a le bord de Marne aussi, même si on remercie aussi Marne et Gondoire pour l'entretien de ces bords de Marne. C'est vraiment une coopération très intéressante. Donc un cadre de vie qu'il nous faut préserver et qu'il nous faut entretenir, bien évidemment. Il ne s'agit pas de le créer, il faut après que ça fonctionne. Des espaces pour les loisirs, pour la culture, pour le culte. On a aussi là des patrimoines, les associations. On a des salles municipales. Alors vous verrez d'ailleurs dans les détails où vous aurez peut-être des questions justement sur à la fois l'entretien et puis l'investissement qu'on va pouvoir consacrer aux salles municipales pour les rénover. Elles vieillissent un peu comme un certain nombre de choses. Là, les sports, l'église. Ne pas oublier que l'église, voilà, le bâtiment est à notre charge, voilà. Et la maison et qu'on y fait des belles expos photos aussi. Donc la maison des associations, le château et son parc quand on peut en profiter, même si là on a peu à intervenir, sinon par des manifestations et des animations. Et puis la bibliothèque qui elle aussi est sous la coordination, enfin la gestion de Marne et Gondoire, mais en tout cas il y a quand même un certain nombre de frais qui nous reviennent. Voilà, des lieux de partage qu'il nous faut protéger et sur lesquels il faut qu'on avance.
Bien, merci. Donc les dépenses de fonctionnement, en général, on retient surtout de manière assez claire trois chapitres, puisqu'on vote par chapitre, le chapitre 11, le chapitre 12 et le chapitre 65. Donc le chapitre 11, ce sont les charges à caractère général. Là-dedans, on trouve énormément d'articles, hein, simplement. Pour ceux qui ne sont pas habitués, on a des chapitres et on a des articles. Donc, ils sont un peu plus détaillés. Et dans ces articles, on peut mettre différents montants ou différents thèmes de dépenses ou de recettes. Le 12, ce sont les charges de personnel et frais assimilés auxquels tout le monde est toujours très vigilant, hein, par rapport à ça. Et le 65, qui est un compte de charges de frais de gestion courante, qui est beaucoup moins important que le 11, mais qui comporte quelques charges. Donc, si on regarde par rapport au budget total 2026, ça représente donc le chapitre 11, les charges à caractère général représentent environ 35%, les charges de personnel représentent à peu près 54% et les autres frais de gestion courante 9%. Après, il y a d'autres chapitres, j'allais dire, ce que j'appelle moi techniques, mais qui demandent de l'expertise financière et comptable, que nous n'avons pas, que je n'ai pas. Voilà, mais qui ne sont pas forcément très, très lisibles pour nous. Dans le chapitre 11, je me suis permis de retenir alors il n'y a pas tout, bien évidemment, c'est dans le document, mais je me suis permis de retenir quelques sommes qui me paraissaient importantes. L'énergie, alors je vous les laisse lire et on aura certainement tout à l'heure des commentaires. L'énergie, hein, quand même, sur laquelle on a d'ailleurs augmenté le budget. Vous n'êtes pas sans savoir que l'essence a augmenté, que l'électricité a augmenté, que le gaz a augmenté, et donc il faut qu'on prévoie, puisque à la fois une augmentation dans le budget et puis des actions derrière pour essayer de bien évidemment continuer nos opérations d'économie. Dans notre plan 2030, on va essayer encore de chercher des sources d'économie, mais en tout cas, on prévoit dans le budget une telle somme, en sachant qu'on espère bien dépenser moins, bien évidemment, à la fin 2026. L'entretien des bâtiments publics, 41 000, les fêtes et les cérémonies, donc tout compris, j'allais dire, c'est environ 55 000 euros. Et puis un autre poste qui est très important, c'est le frais de nettoyage des locaux. Alors on en a touché un mot à la réunion de jeudi dernier. Je pense qu'on va mettre en place une réflexion ou un petit groupe de travail sur ce poste-là, puisqu'on va arriver à échéance, hein, où on est arrivé juste à échéance avec Sun Service. Et on n'est pas forcément tout à fait satisfait du service, on va dire ça comme ça, et on se pose des questions quant, j'allais dire presque de rétropédaler, puisque avant c'était, il y a déjà un moment, c'était assuré en interne avec des agents, donc de voir quelles seraient les modalités ou les avantages, les inconvénients, les risques qu'on peut prendre si on et les coûts aussi, hein, les montants bien évidemment, si on remettait ça en interne. Donc ça ça va demander un petit peu de temps, mais enfin on va essayer d'y travailler rapidement. Dans le chapitre, alors les achats de prestations de services, hein, il y a les achats notamment. Myriam pourra donner le détail tout à l'heure, mais il y a les achats de prestations de services pour la cantine, par exemple, etc. Voilà. Dans le chapitre 65, donc l'autre chapitre qui parle des frais de gestion courante, il y a l'informatique. Donc l'informatique, il faut savoir que ça coûte, bien évidemment, qu'on a besoin aussi de revoir un petit peu chaque année les prestations informatiques. Il y a des indices aussi sur l'augmentation des contrats que l'on ne maîtrise pas. Je dirais mécaniquement chaque année, je n'ai plus en tête exactement le pourcentage, mais pour avoir travaillé un peu dans le domaine, à l'époque c'était les contrats de prestation, ça a augmenté de 5% tous les ans. Je ne sais pas si c'est maintenant de la même façon, mais en tout cas c'était ça. Les subventions en régie, 64 929, je pense que c'est pour le CCAS, hein, si je me souviens bien, j'ai eu un doute tout d'un coup, mais pas les centimes.
Et puis les subventions de personnes, alors c'est un grand mot, mais bon, c'est personnes de droit privé, 120 000 euros. Là-dedans, on rentre les subventions pour les associations. Il y a d'ailleurs une question qui a été posée pour les associations, pour 15 000, comme l'année dernière, ils ont budget. Et puis la prestation pour la crèche. Donc ce que je vais vous, d'ailleurs, j'ai remis derrière sous une autre forme. Donc la Maison Bleue, donc les dépenses pour les personnes de droit privé, ça regroupe les associations et la Maison Bleue. Donc les 105 plus les 15 que vous voyez à l'écran, le CCAS. Et puis là, j'ai rajouté, alors ça n'est qu'une partie de ce qui est donné aux scolaires, c'est juste une partie de subvention. Donc de 11 200, donc ce qu'on a appelé les dépenses pour l'école. Donc c'est une participation de la mairie, donc de 28 euros par enfant, on a prévu pour 400 enfants, auquel il faut rajouter un certain nombre d'éléments. Il faut avoir conscience que, grosso modo, monsieur le maire va me dire si je me trompe, mais pour chaque enfant à Bonpone, on consacre à peu près 120 euros, c'est ça ? C'est ça. Juste effectivement, ce qu'on dit souvent, c'est que 28 euros, c'est pas beaucoup par enfant, parce que c'est grosso modo 28 euros multiplié par 400, on est à 11 200 euros. Cependant, c'est quand on prend uniquement la ligne qui est liée on va dire aux subventions pour les enfants. Si on rajoute les fonctionnements des classes pour les budgets spéciaux, pour les manuels élémentaires, parce qu'il faut renouveler les manuels élémentaires cette année par exemple, ça a l'air de rien, mais on en a pour 3 700 euros. Les outils pédagogiques, 960 euros. Bref, si on rajoute tout ça, plus les sorties, les subventions pour le cross, la parapharmacie, mais ça c'est bien normal, l'animation, les gestes qui sauvent, le quart pour la piscine, le quart pour la sortie. Je vous fais pas toutes les lignes. Cependant, aux 11 200 euros, on ajoute 37 112 euros. Et donc, ça veut dire simplement qu'on est à 48 312 euros dépensés pour les enfants à l'école. Et donc on n'est pas sur une base de 28 euros qu'on a tendance à mettre en parallèle, en perspective des 35 euros que tout le monde a à l'esprit, mais plutôt 120 euros quand on cumule l'ensemble qui est demandé à la fois par le directeur, par les professeurs, et puis aussi lors des conseils d'école avec les représentants des parents d'élèves, par exemple. Donc voilà, je reprécisais juste ce petit point. Merci Catherine. Je reprends. Donc voilà, ça c'est juste un autre type de focus sur quelques coups. Alors en face de ces dépenses, bien sûr, on essaye de mettre quand même des recettes de fonctionnement. Donc les recettes de fonctionnement, c'est quoi pour une commune? Ce sont les impôts locaux, les produits des services, c'est-à-dire que la cantine, on paye un prestataire pour nous amener par exemple les repas, mais on va facturer bien évidemment. Alors pas au même coût. On va facturer aux parents et bon là il y a un mode de facturation avec on tient compte des revenus bien évidemment. Les produits des services et ce que j'ai appelé le financement des partenaires, c'est-à-dire le financement qui peuvent nous arriver, les dotations diverses et variées qu'on peut avoir de l'État. Voilà, ça peut aller. Donc les recettes, c'est pas trop compliqué. Donc les produits des services, donc on a budgété 834 000. J'ai pas mis les centimes, vous m'en excuserez, mais 834 941 €. Donc dans ces 834 941, ça peut vous sembler énorme. On a d'ailleurs expliqué ça en réunion l'autre jour. Donc il y a des sommes qui n'avaient pas été bouclées, qui n'ont pas été, enfin qui étaient dues par ceux qui ont profité de ces services et qui n'avaient pas été pour cause de régie non clôturée par l'ATP, on va dire ça comme ça. Donc qui viennent s'ajouter pour 485 000, enfin qui viennent s'ajouter, qui sont inclus dans les 834 plutôt, et qui sont de 485 trucs près 1000 euros. Donc qui sont sur nos comptes maintenant, je pense, voilà, mais qu'on n'a pas pu passer sur 2025 et un petit peu, il y a même un peu de 2024, on va dire ça comme ça. Les impôts et les taxes, ça c'est pas forcément une énorme somme, et la fiscalité locale, on va l'aborder un petit peu à travers une des prochaines délibérations. C'est tout ce qui est taxe foncière, voilà, donc qui rapportent à la commune et dont on pense qu'ils vont nous rapporter, d'après nos estimations, après 2 531 648 €. Voilà, ce sont des estimations. Je rappelle juste qu'il y a une délibération qui est toujours en vigueur, qui avait été notée,
qui dit que tous les nouveaux propriétaires donc sont exemptés de taxes foncières pendant 2 ans. Donc ce qu'il faut que voilà, nous on va se projeter par rapport aux les nouveaux logements dont on pourrait penser que ça nous apporte cette année ne nous apporteront pas tout à fait leurs taxes tout de suite. Voilà. Oui. Voilà. Enfin, je redonne pas toute la délibération, mais en tout cas voilà, on n'aura pas le total. Et puis les dotations participation, qui sont les dotations de l'État, si vous avez regardé dans le chapitre 74, alors je n'ai plus la page, mais bon, facile, on le retrouvera. Donc vous avez un total de 459 683 € qui sont détaillés avec les diverses dotations et participations de l'État. Il faut souligner que la loi de finances, des éléments qu'on a au jour d'aujourd'hui, on a, par rapport à l'année dernière, par rapport à ces dotations, on a perdu à peu près, et puis avec le FCTVA, je pense, on a perdu à peu près 50 000 € potentiellement. Donc c'est quand même important à savoir par rapport à ça. Alors, oui, donc les redevances périscolaires, donc ça c'est ce qu'on reçoit, hein, je le disais, les produits qui sont facturés aux familles, les études surveillées, le centre de loisirs, etc. Et puis le portage, on va garder un budget pour le portage parce que c'est important de garder ce service de livraison à domicile des repas pour les aînés. Hein, on sait qu'on a globalement sur la France et peut-être aussi sur Pomponne. On n'a pas encore les résultats d'ailleurs du recensement. Mais bon, c'est toujours un peu long. Mais en tout cas, une population qui a tendance à vieillir. Donc il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. Après le fonctionnement, je vous propose de passer au budget d'investissement. Donc, voilà. Alors, c'est l'investissement, je voulais le préciser tout à l'heure, ce sont des équipements aussi de sécurité, ou la sécurité de manière générale, la protection du cadre de vie, l'aménagement du territoire aussi. Voilà. Et ce sont bien sûr le reflet de nos orientations en tant qu'équipe municipale et des engagements qu'on a pris. Dans le temps aussi, hein, bien évidemment. On ne peut pas tout faire la première année, mais en tout cas, c'est pour 2026, ça en sera le reflet. Alors, les dépenses et les recettes d'investissement, c'est un tout petit peu plus facile ou moins long à lire, on va dire ça comme ça. Là aussi, j'ai fait un focus sur des sommes qui me semblaient importantes et qui reflètent aussi nos engagements. Les bâtiments scolaires, donc on sait très bien qu'il y a un certain nombre de travaux à faire sur le bâtiment scolaire et certains ont déjà été faits. Mais en tout cas, on investira encore. Le mobilier et le matériel scolaire, donc j'évoquais tout à l'heure la classe supplémentaire. Donc une classe supplémentaire, ça veut dire à la fois des personnels peut-être en plus. C'est de l'élémentaire, hein, donc il n'y aura pas besoin d'une excellente en plus. Mais ce sont aussi des mobiliers et des matériels sur lesquels il va falloir investir. Donc, on a mis un certain nombre de choses. Et puis, il y a aussi quelques matériels à renouveler qui existent, notamment des matériels de cantine, si je me souviens bien. Le four. Voilà. Ça peut être le four, ça peut être des mobiliers. Je crois qu'il y avait des tables qui n'étaient pas tout à fait adaptées, si je me souviens bien, pour les tout petits, je crois. Enfin, voilà. Donc, Sébastien a bien fait les choses. Bien préparé ça avec Elsa, puis avec Isabelle, avec Valentine, donc il n'y a pas de souci. Et donc les aménagements du cimetière, hein, c'est important aussi qu'on prenne soin des anciens qui ne sont plus, même il n'y a pas que des anciens malheureusement. Et donc c'est aussi important que le travail qui a été commencé soit poursuivi. Hein. Laurence est au fait de tout ça et elle suit ça de très près. Merci Laurence. On a aussi à renouveler des équipements pour nos services techniques qui fonctionnent, je dirais, à plein et de plus en plus et qui ont besoin quand même d'avoir des bons outils. On ne peut pas faire du bon travail si on a des mauvais outils. Je pense que vous ne direz pas le contraire, sans faire du surplus ou de quelque chose d'économiquement pas viable. Mais en tout cas, donc le matériel et équipement des services, on a des renouvellements de matériel lourd. Donc vous avez dû le constater, le matériel, le camion,
la saleuse, hein, parce que bon, même s'il n'y a pas la neige trop souvent à Pomponne, on peut avoir ce type d'événement. Puis là aussi, on essaye de voir comment on peut gérer les choses. Des matériels un petit peu plus ou des outils un peu moins chers à l'unité, on va dire ça comme ça, comme une tronçonneuse, une souffleuse. On a le tracteur aussi qui va bientôt rendre l'âme. Donc tout ça, il y a eu des devis qui ont été faits pour qu'on ait cette approche à peu près des montants nécessaires. Après, on va renégocier. Myriam, je compte sur vous pour renégocier avec Christophe, notre DST, directeur des services techniques, pour renégocier un petit peu tout ça aussi. Les bâtiments publics, donc les 400 000 €, on a des choses à faire sur nos bâtiments publics. Et on y inclut dans cette catégorie, dans cet article, je dirais, parce que c'est un article, on y inclut les 120 000 € de la cour Oasis. Voilà, donc il faut donc la cour Oasis pour l'école. Pour la maternelle, voilà. Donc ça, après, il y a dans les autres investissements à faire, il y a aussi des investissements à faire pour rendre les cours sécures, bien évidemment, mais ça fait l'objet d'autres éléments. Et donc les voiries, on sait, je pense que les Pomponnais nous le disent assez, on a des voiries qui sont très fréquentées aussi pour la plupart, et qui souffrent un peu des sautes de temps, des camions très très lourds ou qui passent dessus, du trafic qui n'a pas vraiment augmenté, mais en tout cas du trafic. Donc il faut qu'on revoie ça. On a des choses à refaire aussi. Ça fera l'objet on a bien fait de prévoir un petit peu. Voilà, donc ça, ce sont les dépenses d'investissement. Je rappellerai juste que on va bénéficier, il y aura le report de notre PUP, notre projet partenarial urbain ou urbain partenarial, donc qu'on va toucher, qui viendra justement sur lequel on avait prévu des investissements dans le BS, budget supplémentaire en fin d'année dernière, mais vu le temps qu'on n'a pas pu forcément mettre en place, donc ça viendra amender tout ça. Les recettes d'investissement, les deux que je voulais mettre en avant, c'était le FCTVA. Là, je pense qu'on a reçu une notification où non, on n'a pas reçu encore. On ne devrait pas tarder. Donc, qu'on a prévu à 295 000 €. Et puis la taxe d'aménagement. La taxe d'aménagement, c'est l'impôt que nous doivent, alors par palier aussi. Là aussi, c'est segmenté. On ne touche pas toute la taxe d'aménagement des immeubles qui sont construits. Donc, il y a des étapes à privilégier à chaque fois. Donc, on ne touche pas la totalité tout de suite. Donc, ça fait partie aussi des évaluations qu'on va faire sur plusieurs années. Dernier point puisque je parlais de la dette tout à l'heure, donc rappeler que nous ne sommes que Pomponne est une commune très peu endettée en fait. Donc nous n'avons pas fait d'emprunt supplémentaire depuis 2020, donc on a autofinancé, petit rappel, ce qui est resté sur le groupe scolaire, un certain nombre de choses entre autres. Donc c'est un choix. Donc après, il faut articuler ça le mieux possible. Je vous ai donc mis juste quelque chose qu'on retrouve dans les pages. Je reprends mon pense-veste. Mon livre de chevet. On retrouve à partir des pages 109, qui sont ce que l'on doit, donc par rapport aux emprunts précédents. On doit un capital d'1,4 million, donc il faut quand même le savoir, et globalement. Et donc cette année, on aura à payer des intérêts et un capital à rembourser. Donc vous voyez les sommes, 119 325 pour le capital à rembourser et les intérêts 21 000. Ce que j'ai vu dans le... Alors il y a peut-être quelques petites différences, mais Myriam qui fait la grimace, elle me dit elle a oublié quelque chose. Voilà. Vous pouvez repasser sur le... Je regarde. Voilà, maintenant, moi je suis à disposition sur la présentation du budget. Alors vous avez certainement des remarques, on en a évoqué certaines, j'en ai déjà intégré, on a déjà répondu, mais on pourra répondre si possible. Si on ne peut pas répondre, on fera appel au Joker. Voilà, Myriam qui a géré tout ça d'une main de maître et
qui connaît bien les sujets pourra peut-être aller plus directement au fond, pas au fond des choses, mais directement sur le point qui sera demandé. Merci. Je vais revenir sur peut-être 2-3 précisions par rapport aux points qui ont été abordés à la réunion préparatoire de ce budget. Je vais redire, c'est dommage qu'on n'ait pas eu le document qui a été remis sur table à la réunion finance et qu'on ne l'ait pas eu aussi à l'ensemble des conseillers, parce que c'est vrai que ça permet toujours, ça simplifie la lecture, et tu l'as dit, par rapport aux 132 pages, c'est quand même plus sympa de lire un document synthétique tel qu'il nous est présenté. Moi, je voudrais, si c'est possible, je vais revenir sur le fonctionnement et sur l'investissement. Sur le fonctionnement, en termes de charges personnelles, lors de la réunion, il a été évoqué la police pluricommunale avec 100 000 euros versus 75 000 euros en 2025. Donc une augmentation de 33%. Et du coup, je voulais savoir, moi, aujourd'hui, donc ça n'englobe pas le CSUI, ça, c'est pas les frais de CSUI, c'est vraiment la police terrain. CSUI, c'est du terrain aussi, mais c'est dans la vidéo. Aujourd'hui, on est à combien d'agents 2025 versus 2027. Est-ce que on est toujours à 2 agents? Oui. Alors, en fait, c'est une mise à disposition. Il y a 7 agents qui peuvent intervenir sur notre territoire. Oui, c'est 7 agents qui sont sous la brigade Nord. Mais dans la convention telle qu'elle avait été conçue, avec une évolution progressive des effectifs, au total, en équivalent, il y avait 1 pour Pomponne, donc ça aurait été un équipage de 2 fois 0,5. Et on montait à 1,5, et puis en 2025, on arrivait à 2, quoi. Enfin, donc Alors la convention disait 8 maximum, si je me souviens bien. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, il y a une plus grande réactivité, ce qui expliquait pourquoi, du coup, on est passé à un plus grand taux de charge, si on peut dire, puisque aujourd'hui, ils ont été un peu victimes de leur succès, donc ils ont recruté beaucoup plus qu'ils ne le pensaient à un moment donné. D'accord. Mais à l'époque, mais peut-être que ça a évolué sans qu'on en ait, j'en ai pris conscience, moi, c'était surtout les patrouilles qui étaient entre guillemets, qui étaient intégrées dans la convention. C'est pour ça que le 1 se transformait en 2 fois 0,5, c'est des équipages de 2. Absolument, oui, parce que c'est des équipages voilà. de 2. Mais ok, donc il passait sur certains jours de la semaine, certains créneaux, et que les interventions, c'était comme elles se produisaient, quoi. Et les interventions, en gros, elles n'étaient pas comptées dans la comptabilité globale de l'affaire. Elles étaient intégrées dans les frais au prorata des agents. Donc maintenant, les interventions sont comptées aussi comme les patrouilles. Alors, le mécanisme si on parle des charges, en fait, le mécanisme de péréquation, c'est les charges divisé par multiplié par l'ensemble de la population sur les 3 villes, 3 parce que Carleton n'est pas dedans, divisé par multiplié par le nombre d'habitants sur Pomponne. D'accord. Et du coup la répartition des 7, elle n'existe plus. Enfin, le fait de dire non, parce que il y a des charges maintenant. Il y a eu un poste de police qui a voulu être créé. Alors je sais pas où ils en sont à Torigny. À vrai dire, il y a ça aussi. Spécifiquement sur la police pluricommunale, je pense que toutes les villes sont en train de réfléchir aussi. Et en l'occurrence, par exemple, on ne pourra rien faire sans Torigny. Et Torigny est en train de réfléchir à son engagement budgétaire sur la police pluricommunale. Sans la mettre à mal, mais revoir ça. Donc, c'est-à-dire, pardon, la convention, du coup, dans sa structure de base, elle va être révisée aussi, quoi. Avec cette répartition qu'on avait année par année, avec l'évolution des effectifs. Là aujourd'hui, c'est vraiment. C'est une brigade nord de cet agent. Si je veux comparer, c'est un peu comme le feu d'artifice. Finalement, c'est le nombre de personnes habitants. Ok. Merci. Et donc, du coup, avec les réponses qu'on a eues, ça va. Je voudrais revenir sur le poste d'ATSEM qu'on évoque là après plus tard. La création, elle est intégrée dans le budget là aussi, comment ça se passe? Oui, tout ça est intégré, ça fait partie, puisque c'est un poste d'ATSEM, c'est une promotion, donc ça a été évalué, oui. D'accord. Oui, tout à fait. Alors sur l'aspect plutôt, donc sur l'article 64 131, la partie rémunération.
on passe, juste rémunération, on passe de 326 186,85 à 406 000. Ça fait 24%, plus 24%. Du coup, il se décompose comment? Enfin, en gros, ces 24% supplémentaires. C'est le 64 131. Oui, je cherche la page, mais c'est bien. 64. Il faut que je passe sur le. Alors, ce qu'on m'a dit, le titulaire. Oui. C'est là. Non, peut-être Myriam pourra donner une réponse. Je sais que Myriam a fait de la gymnastique aussi, voilà, intellectuelle et financière pour remettre dans les bonnes cases par rapport aux demandes aussi du Trésor public. Alors, je l'avais déjà précisé, peut-être, je sais pas, j'ai précisé en réunion, on a aussi changé d'interlocuteur et on va encore en changer d'ailleurs au niveau de l'ATP. Voilà, donc avec d'autres exigences ou parfois des exigences différentes suivant les affectations de compte. On pourrait expliquer ça. Vous voulez prendre la parole Oui, je suspends la séance pour que Madame la DGS puisse peut-être vous répondre précisément. Pour répondre à votre question, Monsieur Guise, on a inclus donc la nomination de la TSEM. Il y a la création d'un poste d'assistante de direction. Et on envisage aussi une création de poste pour le technique. Plus, il y a ceux qui réussissent leur concours, donc il faut aussi pouvoir les nommer. D'accord, du coup, dans les 24%, on a la création du poste d'ATSEM, une création de poste assistant de direction et la création du poste service technique. Mais j'avais compris, moi, au retour de là, qu'il était C'est pas pour parler le technique. Oui, mais voilà, on a prévu financièrement. Parce que nous, on avait posé la question. C'est prévu financièrement, mais pour l'instant, c'est pas encore finalisé. Mais on a prévu dans le budget initial. Mais quand on a posé la question, la réponse avait été non, ce n'est pas inclus dans le budget. Alors, c'est dans l'enveloppe, mais on ne sait pas encore combien peut nous coûter aussi le recrutement. Oui, mais quand Donc on c'est a posé budgété. la question, Oui, est-ce pour que l'instant, voilà, on sait c'est qu'il va y avoir la réponse plusieurs était postes non. et on a plusieurs agents techniques qui vont être nommés ATSEM aussi, D'accord. pour lesquels on va clore les postes initiaux. D'accord. Et du coup, parce que c'est la question récurrente chaque année, ça, c'est de dire dans les évolutions de la masse salariale, quelle est la part dans le recrutement, voilà, donc les recrutements, et de ce qui est des choses qu'on ne maîtrise pas sur les évolutions de l'indice, enfin, des promotions. Bon, ben, ça, c'est des choses qu'on a du mal, voilà, ça se fait. Il y a des choses sur lesquelles on crée un poste, ça, on a la main, on le crée ou on ne le crée pas. Mais les autres sont subis. Donc, et c'était intéressant, là, quand je vois dans les 24%, c'est dans ces 24% que ce qu'il y a comme part de pourcentage qui est inéluctable et il faut les prendre, de cette part, de votre part, qui est à la décision de la mairie. Non, alors on va dire qu'on a fait une proposition, on pourra revoir au cours de l'année, soit en décision modificative, soit au budget supplémentaire, pour rebaisser le budget. D'accord. Alors je ne sais pas si c'est dans la même rubrique, il y a mais aussi la partie, on peut le faire comme ça, enfin, autre indemnité, le 64 118. En autre indemnité, il y avait 253 477,54 en 2025, et là il y a plus de 40 000 en 2026. Oui, parce qu'on nous a demandé de régulariser des choses au niveau de la trésorerie. C'était pas dans la bonne nature comptable. Et ça passe dans la rémunération principale. Ah ouais, donc là il y avait 210 000 et du coup qui repassent dans la rémunération. Pour répondre à votre question, les 210 000 qui avaient été budgétés, en réalité, on en est très loin. Mais je ne peux pas vous les donner encore les chiffres parce qu'on n'a pas encore finalisé le résultat. Mais ils nous ont fait faire beaucoup de modifications sur les natures comptables. D'accord, mais si je vous comprends, en tout cas, c'est de dire que dans les 24% que je citais précédemment, il y a aussi une part qui est moins d'un autre article et qui vient en plus. Donc c'est juste un changement d'affectation d'article. C'est ça. Vous voyez, donc ça serait intéressant qu'on ait le découpage parce que quand vous voyez rémunération et que vous regardez et que vous voyez plus 24%, qu'est-ce qu'il y a? Mais du coup, je pose aussi la question pourquoi il y a du moins. Non, bien sûr. D'accord. Ok, et.
rajouter qu'effectivement dans le document, ce qui est parfois pas très simple à expliquer, c'est que vous avez en fait pour mémoire le budget précédent, mais pas la réalisation. Donc vous verrez que certains postes ont pu changer parce que en fait on les a réajustés en plus ou en moins par rapport aux réalisations qui vont être validées dans le CFU, mais en tout cas qui vont être et c'est un peu, je dirais, le document n'est pas fait pour qu'on puisse vraiment comparer ce qui est comparable ou voir quelle est la marge de manœuvre. Il y a peut-être des, on va pas tout détailler, mais il y a peut-être des endroits où on avait trop budgété et on a dépensé beaucoup moins. Donc Myriam, dans ce qu'elle nous a proposé, a réajusté pour essayer aussi là d'être au plus juste, puisque c'était de ce qu'on pouvait faire. Ou au contraire, on s'est aperçu qu'il y a des postes qui ont plutôt pas explosé, mais qui ont pu ou qui ont été réaffectés, mais en tout cas qui ont été modifiés plutôt à la hausse. Et donc elle a ajusté aussi par rapport à ça. Mais on peut pas, malheureusement, on peut pas le voir on aura plus d'éléments, ce sera beaucoup plus lisible. Dès qu'on aura le CFU, on pourra faire, ce sera plus pas intéressant, mais en tout cas plus lisible. Oui, parce que c'est quand même intéressant quand on construit le budget sur des sujets comme le fonctionnement. L'investissement, ça ne se regarde pas de la même manière, mais c'est bien de regarder, en gros, qu'est-ce qu'on a dépensé cette année. Et alors, est-ce qu'après, il y a des choses un peu particulières? J'avais deux autres questions pour rester sur le fonctionnement. Sur un petit détail, Forêt Expo, il y avait 470 € 62,33 en 2025, et là, on a 3 000. Forêt Expo. Il y avait 470 € en 2025 et là on passe à 3 000 en 2026. Je sais pas. Oui, et puis dans les autres sujets, dans les frais de contentieux, j'ai vu qu'il n'y avait pas de frais contentieux au budget 2025. Je suis surpris, moi. Je pensais que... Il y a eu des... Et on a 15 000 € de prévu au budget, mais c'est surtout le zéro de 2025 qui m'a interpellé. Moi. J'ai pas entendu parler. Quand vous avez vraiment fait le ménage? Parce que vous avez visiblement, il y a eu visiblement des charges qui ont été passées dans des comptes qui n'étaient pas forcément les bons ou Oui, ça fait certainement peut-être dû au fait qu'il y avait une absence et qu'il y a des choses qui ont... Sûrement, ça ne change pas globalement l'ensemble des comptes. Bon, après, Non, mais moi, ma question, c'est que les affectations, ce sont les affectations comptables, en fait, qui vont changer. Oui, mais les affectations comptables, c'est ce qui permet... mais au chapitre, d'accord, mais c'est ce qui permet quand même de savoir où vous en êtes et comment vous allez articuler les choses. Parce que si on parle d'un budget, là on parle d'un budget qui est établi, mais on n'a toujours pas les bonnes sommes définitives. Donc c'est interpellant quand même. La DGS a fait le maximum. Non, mais j'en doute pas. Mais... il faut du temps un petit peu pour tout remettre en ordre et vérifier que tout est bien ok. Elle travaille avec le Trésor, donc voilà. Et ça, maintenant, ça a l'air d'être. On attend juste, je crois, une modification qui vous a été demandée ce matin. Voilà. Et tout le reste apparaît. Après, le Trésor peut aussi se tromper. Ils ont aussi des failles de temps en temps. Voilà, ça fait partie du travail. Non, mais la question qui est quand même qu'on peut se poser quand on arrive comme quelqu'un comme moi qui est sur un budget sur une année 2026, alors qu'on n'est pas sûr de ce qu'on a fait en 2025, ça m'interpelle. C'est tout. C'est pas vraiment qu'on n'est pas sûr de ce qu'on a fait, c'est plus les imputations réelles. Et en l'occurrence, quand Madame la DGS, quand Myriam est arrivée, sa mission c'était de faire le ménage. Et donc je peux pas lui reprocher de. Ah non, mais on voit qu'il y a un ménage qui se voilà. fait. Et je le déplore comme vous, en fait. L'idée c'est d'arriver le plus vite possible à ce que tout soit mis dans les bonnes cases. Et avoir une double vérif par le Trésor, parce qu'il est arrivé, comme le dit Catherine effectivement très justement, que parfois il laisse passer les choses et ne nous aide pas à les rattraper. Oui, surtout que... Et voilà, on en fait un peu les frais. Après, pour vous rassurer quand même, ça change pas les totaux,
C'est juste que les imputations sont difficiles à, comme le prouvent les questions qui ont été posées, à comprendre, parce que les imputations ayant bougé, quelque part, autant au global on comprend à peu près, autant quand on va dans les détails, ces mouvements rendent compliqué la lecture. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, pardon, excusez-moi, ce qu'on peut dire, c'est que en juin, lors du vote du CFU, du compte financier unique, là, on sera de toute façon obligé d'être d'équerre, et la trésorerie et nous. Donc ça, vous aurez exactement. Et ce qui permettra en plus, parce qu'on change aussi de compte, permettra aussi, et ce qui rend encore plus difficile aujourd'hui la lecture, c'est qu'on n'a pas de N-1, de N-2 sur des mêmes bases. Donc on ne saurait même pas vous faire un graphique qui vaudrait le coup, parce que toute chose égale par ailleurs, mais on ne sait pas le faire de toute chose égale par ailleurs. Okay. Mais on est d'accord avec vous sur la problématique de lisibilité de certains sujets. Oui, surtout en fonctionnement, en plus en fonctionnement qu'en investissement, on est bien d'accord. Le fonctionnement qui fait que le budget, le fonctionnement c'est la part la plus importante, je dirais. C'est ce qui fait tourner. Ouais, c'est ce que vous expliquez, madame. Pardon, absolument. Alors, oui. Je propose maintenant de passer plutôt à l'investissement pour avoir quelques précisions par rapport à ce qui a été dit à la réunion. Puis là, alors c'est pas forcément toujours par ordre de valeur. Sur l'aménagement du cimetière, il y a 43 090. Moi, j'avais compris qu'il y avait la reprise des tombes, mais j'ai entendu aussi création d'un parking. 43 090, du coup, c'est pas... C'est une étude... Alors, c'est pareil, dans l'investissement, vous allez voir que tout se fait pas en un an, donc effectivement, il y a des choses qui sont de manière parcellaire. À la fois les études, j'ai envie de dire aussi l'assistant à la maîtrise d'ouvrage, que vous connaissez maintenant, qui va aider à phaser les choses. Donc là, aujourd'hui, on sait pas faire d'abord, je sais pas quelle aurait la forme du parking, il est absolument pas dessiné en l'occurrence, donc on peut difficilement quantifier quelque chose qui est pas conçu et ni dessiné. Donc c'est pour l'instant les lancements des études pour le parking. Et on n'arrivera certainement pas aux 43 000 euros pour les études en l'occurrence. Oui, après il y a des choses qui sont agglomérées, mais là on en revient à l'agglomération de certains sujets qui doivent se faire par chapitre et par article, selon les natures. Ok. Dans les véhicules, je me suis posé la question, là, le véhicule, l'AMI, elle roule toujours ? Absolument. D'accord. Sur les bâtiments publics, aussi par rapport à ce qui a été donné comme information, là, sur le 400 927 euros de prévu à l'investissement, il a été donné le club house du tennis. Mais alors, le club du tennis, moi de mémoire, on sait à qui il appartient ? Non, toujours pas. C'est pour ça qu'on l'a quand même provisionné, parce que le jour où on me dit effectivement, si l'ANI, parce que c'est un sujet entre l'ANI et nous, à vrai dire, nous dit débrouillez-vous, il est à vous, au moins ça sera budgété, quoi. D'accord, mais on ne sait toujours pas à qui il appartient. Non, aujourd'hui. j'ai pas cette... Non. D'accord. Ok. Et puis j'ai vu aussi, mais peut-être, on parlait de travaux de bâtiments, toiture, mairie. Mais la toiture de la mairie, elle a été faite... Non, c'est plutôt les salles 3-4. D'accord, mais du coup, les salles 3-4, après, il a été dit que la rénovation des salles municipales n'était pas inclus dans ce budget-là. C'est pareil, les études... C'est vrai que je parle sous... Pour partie, oui. C'est-à-dire que je parle sous le contrôle d'Alexandre Cher, adjoint aux travaux, c'est que tous ces chantiers-là, mis bout à bout, on en fera un petit bout, proportionnellement chaque année. Donc oui. les études permettant de refaire effectivement les toitures de la salle 3-4, y compris la possibilité d'y inclure des panneaux photovoltaïques, par exemple, ce qui est très intéressant. Le commencement de la budgétisation de ça est inclus dans ce que vous avez dans les mains. Oui, mais c'est pour ça, parce que du coup, c'est quand j'ai lu le résumé, c'est dit que la rénovation des salles municipales, comme la halle couverte du stade des Arcanes, le café associatif, feront partie d'un plan pluriannuel. Oui. Donc moi, du coup, j'ai compris que c'était pas dans les 400 000. Si, il y a une partie qui est comprise dedans, quoi. Ce qu'on veut pas, c'est s'empêcher, parce qu'on l'aurait pas budgété, de lancer au moins les études qui permettent de savoir comment on va faire un plan pluriannuel, par exemple. D'accord. Sinon, on peut jamais commencer. Et puis, est-ce que c'est tout sur l'investissement par rapport... Oui, ça sera tout pour moi. Merci.
J'ai juste une petite question, merci. En arrivant en tant que petit nouveau, mais je crois qu'il y en a aussi beaucoup qui sont nouveaux dans ce conseil municipal, et je vais laisser de côté les euros et les virgules d'euros pour parler plutôt de forme et de méthode. J'ai peut-être une vision un peu utopique d'un mode de fonctionnement collaboratif d'un conseil municipal, mais j'ai été obligé de lorgner et de tricher en regardant sur le document de ma voisine de gauche qui a participé à la réunion de jeudi pour voir ce que vous nous présentiez, Madame Barbero notamment. Très intéressant demeurant. Et je m'étonne que, voilà, si on souhaite que ce conseil municipal soit un vrai lieu de débat, un lieu d'anticipation, un lieu d'échange, sur des prises de décision qui ne sont pas des décisions qui ont déjà été prises et qui sont juste là en validation au sein du conseil municipal, c'est quand même intéressant d'anticiper un peu ces envois pour qu'on puisse comprendre ce que vous avez souhaité en termes de direction pour la ville, en termes de finances, et puis poser des questions peut-être encore plus précises que celles qui ont déjà été posées. Et je crois que tout à l'heure, on vous remerciera encore une fois de la réunion préparatoire, qui n'était pas une commission, mais la réunion préparatoire qui a eu lieu la semaine dernière. Donc je voudrais comprendre pourquoi ces documents ne sont pas envoyés. Je ne sais pas si l'ensemble des conseillers municipaux, je ne vais pas dire de la majorité, moi, enfin bref, mais peu importe, les ont entre les mains. Mais en tout cas, moi, voilà, je suis obligé de regarder sur les notes de Dominique Françoise, qui nous avait donné déjà un certain nombre d'indications. Et je souhaiterais, et je regrette, qu'on n'ait pas un mode de fonctionnement par anticipation, que ce soit sur des procès-verbaux, que ce soit sur des notes d'information, puisque ce que vous venez de présenter, Madame Barbero, c'est rigoureusement ce que je vois dans le document de ma voisine Dominique Françoise. Donc, merci de donner à l'ensemble des conseillers municipaux l'ensemble des informations par anticipation des conseils municipaux. Oui, en fait, on ne va pas vous donner tous les éléments préalablement. On essaye de travailler. Alors, ça va se mettre en place avec les commissions. Hein, donc là, on était un peu pressé par le temps. Justement, on essaye en commission déjà de dégrossir. C'est le but des commissions, les décisions pour l'éclairage, pour les décisions des conseils qui suivent. Donc, bon, ça, c'est aussi à vous et c'est à nous aussi. Enfin, en tant que liste, chaque liste doit partager avec ses colistiers ces informations ou les réflexions qu'il peut y avoir. Moi, je suis convaincue qu'il faut qu'il y ait, si on vous donne une synthèse toute faite, d'abord c'est notre vision à nous de la chose, et je pense qu'il y a un travail préparatoire qui doit être fait d'ailleurs par tous les élus et par toutes les listes, et peut-être pour justement apporter des aspects aussi contradictoires. Donc je n'aime pas, de manière générale, je l'ai jamais fait au niveau professionnel non plus, je n'aime pas donner quelque chose de tout fait pour ne pas amputer aussi peut-être des questions, qu'elles soient faciles à répondre ou difficiles à répondre, peu importe, c'est le jeu, hein, et c'est naturel que vous ayez des questions, mais ça me semblerait un petit peu obérer votre travail à vous par rapport à ça. Donc et puis il faut bien reconnaître, c'est un gros travail aussi de conclusion que moi j'ai fait aussi à la suite de la réunion de jeudi. Donc ça demande aussi beaucoup de travail, et je ne vois pas comment on pourrait vous proposer des documents avant. Donc voilà. Vous avez évoqué le document, la page, vous avez même donné un numéro de page. Oui. Référez-vous à la page. Je le donne, oui. Et en tout cas, à titre personnel, je ne sais pas si les autres, mais je ne pouvais pas me référer au document que vous citez. Et vous allez nous faire voter pour des éléments. Si, je sais que c'est le document budgétaire est quelque chose d'un peu aride, mais justement à chaque fois, et puis je pense aussi que ça fait partie des messages que vos colistiers doivent vous faire passer, c'est de dire il n'y a que, on ne regarde on peut regarder tout, bien sûr, les 132 pages, c'est un peu long. Vous avez, le délai qui est donné, hein, officiel, c'est 12. En fait, c'est pas la question que vous posez. Les numéros de pages dont il est fait référence, dont Madame Barbero a fait référence, ça concerne le budget, le document de 132 pages qui était dans les convocations. Donc que vous aviez. D'accord. Comme tous les conseillers municipaux. Et pourquoi le document sur lequel vous travaillez, puisque vous avez fait une présentation, c'est une question très simple, qui simplifie les 132 pages que vous avez donné de signaler. Pourquoi ce document n'est pas envoyé? C'est extrêmement simple. Parce que le document n'était pas prêt. Alors, c'est une partie des réponses, hein, je réponds pour mal. Mais, et puis, il ne nous aura pas échappé que pour tout ce qui concerne les documents concernant le budget, le délai de convocation doit être de 12 jours, le délai de communication des documents.
Et ces documents-là n'étaient pas prêts 12 jours avant. Ils ont été prêts quelques heures avant entre guillemets, la commission. Et chaque prochaine commission, celle qu'on vient d'installer, se dérouleront avant chaque conseil municipal afin que ça puisse éclairer l'ensemble des conseillers présents. Oui, après, dans un process normal voilà, les contrôles, voilà, mais dans un processus normal, donc vous... Rien n'empêchait, en tout cas, on n'a pas empêché ni à Madame Françoise ni à Madame Corsi de vous diffuser. En fait, c'était quoi? C'était l'impression du PowerPoint diffusé, je crois, lors de la commission. On l'a fait. Ben voilà. Ce que demande M. Doré. D'accord. C'est pourquoi on n'a pas eu, déjà on a eu le document en version papier. Oui. Pourquoi on ne l'a pas eu en numérique et que ça a été transmis à tous les conseillers? Ah oui, ça, on pourrait vous le C'est renvoyer. uniquement ça. Oui, d'accord. Voilà. Okay. Donc on va. Oui, pas de sujet. C'est ça. Ok. Uniquement ça. Compris. D'autres questions? Monsieur Guise. Moi, je vais dire un petit mot. Monsieur le maire, 2 membres de la liste minoritaire ont été invités à la réunion préparatoire du 23 avril 2026 sur le budget primitif, ce dont nous vous remercions. Catherine Corsi et Dominique Françoise ont répondu favorablement à cette invitation. Toutes deux ont apprécié les échanges et reconnaissent avoir obtenu des réponses et des explications à toutes leurs questions. Toutefois, nous déplorons le fait qu'il n'y ait pas eu en amont de cette réunion une préparation du budget 2026 au sein des commissions, ce qui, bien sûr, impliquait la constitution des dites commissions lors du conseil municipal du 31 mars 2026, ce qui n'a pas été fait. En effet, les commissions auraient eu le temps de se tenir afin de déterminer pour chacune d'elles les grands axes budgétaires. D'autre part, nous regrettons que les documents remis sur table lors de la réunion préparatoire n'aient été communiqués tardivement qu'aux participants à cette réunion et non à l'ensemble des conseillers par voie numérique. Ces manquements font que la liste Agir et Réussir Ensemble s'abstient pour le vote du budget primitif. Merci. Donc, écoutez, on va passer au vote, si vous en êtes d'accord. Qui est contre l'approbation du budget primitif? Qui s'abstient? Donc, on va compter. Donc, Monsieur de Rivry, Madame Françoise, ainsi que Monsieur Prudhomme. 6 de toute façon. Ok. On va aller plus vite comme ça. Merci. Nous passons au point numéro... Alors, on est au combien, là? Le point numéro 9, pardon. Et je redonne la parole à Madame... Pardon. Avoir une bouteille d'eau. Oui, donc dans la foulée, donc on doit valider et voter la détermination du taux des taxes locales pour cet exercice. Donc on vous propose de reconduire les taux actuels, donc dont je rappelle qu'il n'y a pas eu d'augmentation du taux d'imposition depuis 2020, peut-être même un petit peu avant d'ailleurs. Voilà, hein, de la part communale. Oui. Oui, non, mais c'est plus vieux, mais bon, je suis moins au courant, mais voilà. Donc, c'est un taux qui n'a pas été augmenté depuis de fort longues années. Donc, je rappelle simplement le taux que nous proposons, donc identique pour 2026, sur les taxes, la part communale, on peut bien dire, en sachant que sur les feuilles d'impôt des propriétaires dans les taxes foncières, vous voyez apparaître la partie communale et puis vous voyez aussi apparaître d'autres taxes locales, la communauté d'agglomération, la GEMAPI, etc., etc. Donc pour ce qui nous concerne et ce sur quoi on peut et le Conseil peut avoir la main, donc le taux pour la taxe foncière sur les propriétés bâties reste à 36,62%, la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 39,25% et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à 11,90%. Y a-t-il des questions? Eh bien, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe au point numéro 10, la fongibilité des crédits. Madame Barbero. Bon, la fongibilité des crédits, c'est un outil qu'on laisse au maire justement pour garder un tout petit peu de souplesse.
Je le rappelais à la réunion de jeudi dernier, on n'a plus de possibilité non plus de faire des imprévus, donc il faut qu'on ait un petit peu de souplesse. Bon, ça existe depuis déjà un petit peu de temps, en tout cas sur la M57, et donc il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à procéder éventuellement, si besoin est, mais ça ne s'est jamais produit, je me répète, jusqu'à présent sur ta mandature, à des mouvements de crédit entre chapitres, dans la limite de 7,5% du montant des crédits inscrits à chaque section. Donc investissement et fonctionnement. Voilà. C'est une délibération, j'allais dire, habituelle et je dirais qu'elle est normale, mais bon, elle doit être votée aussi, bien évidemment. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 11 concerne les provisions pour créances irrécouvrables et douteuses. Madame Barberon. Voilà, donc là aussi, que ce soit cette délibération-là ou la suivante, donc pour ce qui concerne les créances irrécouvrables et douteuses, on doit constituer des provisions pour dépréciation et on vous propose, donc au vu de ce qui nous est revenu de la trésorerie, donc et vous avez vu ça sur votre document, donc de provisionner pour 480 € qui concerne 28 personnes, donc imputées au compte 6817 dotation provision pour dépréciation des actifs circulants. Donc on vous demande de voter sur cette somme et cette provision. On passe au vote si vous voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 12. Si je peux... Le micro, j'ai pas fini. Délibération numéro 12, admission en non-valeur et créance éteinte. Et comme promis, je donne le micro à Madame Barberon. Je termine après, promis. Ah non, même pas encore. Donc les admissions en non-valeur et les créances éteintes, donc ce sont des créances que le Trésor public, malgré de nombreuses relances, au bout d'un certain temps, pense ne pas pouvoir recouvrer. Donc, et il nous envoie un courrier, combinatoire, mais en tout cas, que nous devons prendre en compte mais néanmoins délibéré, on va dire ça comme ça. Et donc, il nous demande de statuer sur la qualification de créances éteintes des titres de recettes dont vous avez eu la communication pour un montant de 2497,12. Voilà, mandaté sur le compte 6541. Voilà, c'est juste une décision, une délibération à faire sur une proposition forte, ferme, on va dire ça comme ça, du Trésor public. Voilà, c'est presque une obligation en fait, on va dire ça comme ça. Donc, on passe au vote, si vous le voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 13, ouverture d'un poste d'ATSEM. Madame Barberon. Je parle un peu trop. Voilà, ouverture d'un poste d'ATSEM. Donc, il s'agit en fait d'ouvrir un poste d'ATSEM pour une personne en promotion. Donc, qui est pour l'instant agent technique. C'est tout, pas territorial, non, agent technique. Voilà, et de la passer sur un poste d'ATSEM au vu à la fois de ses qualifications et de ses antécédents, un petit peu de la VAE, l'équivalent de la VAE. Donc on vous demande de créer cet emploi d'ATSEM, qui est quelque chose qui a été, les ATSEM, on a beaucoup travaillé, c'est Isabelle qui a travaillé avec elle, justement pour leur qualification et la reconnaissance aussi qu'on peut avoir par rapport à leur métier et à leur investissement. Oui, question, Monsieur Guise. On avait, lors d'un précédent conseil municipal, on avait évoqué aussi en février la création. Moi, j'avais compris donc qu'on en a. Alors, sans vouloir être, il y en avait 3 vrais ATSEM. Là, maintenant, on passe à 4. C'est ça, hein? Non, c'est pas ce qui a été dit. Ah. Non, il y en avait 2 et on passe à 3. Enfin, moi, c'est ce que j'ai mis dans le compte rendu du passe de 2 à 2015. Oui, c'est ça. Mais maintenant, on passe à 4. Non, c'est parce que. Alors, relisez, si vous me permettez, je me suis peut-être trompée quand j'ai. Je me suis peut-être trompée quand j'ai fait le compte rendu, mais c'est pas ce que j'ai noté. J'ai mis qu'on était à 2 et qu'avec cette création de poste, on passerait à 3.
Voilà, Myriam confirme. Myriam confirme. Voilà. Donc, j'ai pas Alzheimer. Elle connaît plus. Donc aujourd'hui, enfin, là, ce soir, avec cette création, on passe à 3. Voilà, c'est ça, on confirme. C'est le dernier prix. Merci. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie et on passe à la décision numéro 4, c'est la décision du maire. Donc je garde le micro puisqu'il n'y a rien à voter, puisqu'il n'y a pas de décision. Voilà. Oui, Monsieur Guise. Oui, une question. L'année dernière, vous avez signé une convention de partenariat avec l'association du Cercle des artistes européens Oui. pour l'organisation du Salon d'art. Oui. Et moi, du coup, je pensais qu'on allait avoir cette information-là dans les décisions prises par le maire. Bah, ce sera le prochain, je pense. Mais du coup, Ouais. la convention, vous avez déjà dû la signer puisque le salon se tient. Je sais pas. Oui, je l'ai signé. Mais il n'y a pas de délai sur les décisions. Souvenez-vous, parfois, on a des décisions, des communications, de décisions du maire sur des choses qui ont été passées des semaines et des semaines avant. On peut Au avoir un contrat. conseil municipal. On n'est pas obligé de le faire dans le conseil municipal qui suit. Non. D'accord. L'ordre du jour est épuisé. On va passer aux questions. Je vous donne la parole. Donc, question numéro 1, fête de la musique. La fête de la musique représente un budget conséquent pour la commune, de l'ordre de 18 000 euros, sans compter la valorisation des heures des agents territoriaux. Quel bilan avez-vous tiré d'édition 2025 et qu'envisagez-vous pour cette année en matière de programme et de budget? Pour l'édition 2025, la fête de la musique a représenté un coût de 13 305 euros pour les prestations auxquelles se sont ajoutées la mobilisation de 2 agents techniques et de l'agent événementiel, sans recours à des moyens extérieurs supplémentaires. Les élus ont également participé à l'organisation, au bon déroulement de la journée, contribuant ainsi à la maîtrise des coûts et au bon fonctionnement de l'événement. Nous renouvelons un programme qui est identique, on n'a pas encore toutes les précisions, mais identique pour cette année, avec un budget qui sera de 13 000 euros. Subvention financière aux associations. Le soutien financier de la commune aux associations est important pour le pilotage de leur budget prévisionnel. Combien d'associations ont déposé un dossier pour solliciter une subvention financière cette année et pour quels montants globaux, fonctionnement et projet, s'il vous plaît? La collectivité a reçu 23 dossiers. 17 associations ont demandé des participations financières pour un montant global de 22 380 euros, divisé en 13 930 en fonctionnement et 8 450 euros en projet exceptionnel. Donc, je répète, 22 380 divisé en 13 930 en fonctionnement et 8 450 en projet. Les dossiers seront présentés lors de la prochaine commission animation, association, sport, culture, jeunesse qui sera organisée très prochainement. Non, mais ça va arriver vite. De toute façon, faut les convoquer rapidement. Oui. Question, groupe scolaire Marie Dumay. La courbasse de l'école élémentaire est condamnée par l'Éducation nationale depuis le 9 mars 2026 en raison de sa dangerosité. Quels travaux avez-vous prévus pour permettre sa réouverture et suivant quel planning? Les travaux de dessouchage, c'est-à-dire de 2 arbres, ont été réalisés au cours du mois de février 2026. Ils ont été complétés par la mise en place du marquage au sol, ainsi que par des aménagements nécessaires à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Donc nous reverrons avec monsieur le directeur si la cour peut être rouverte sans danger pour les écoliers et certainement avec l'éducation nationale aussi. Alors, c'était simplement des arbres avec les racines qui posaient problème, c'était ça? Il y avait des désaffleurements, oui, enfin en partie il y avait des choses comme ça. Après, on va revoir avec l'éducation nationale notamment. Quand les gamins ils vont courir dans la forêt, on déracine des arbres pour pas qu'ils tombent. Je ne sais pas quoi vous répondre à cette question. C'est pas dans vos questions.
Mais juste, donc, on a une idée, la discussion avec le directeur, quand est-ce qu'elle va avoir lieu? Là, de toute façon, on le revoit prochainement, donc on va déjà lui poser la question, comment il le sent avec les enfants, puis ensuite on diligentera effectivement, s'ils le veulent bien, l'éducation nationale pour venir voir ce qu'il en est. À vrai dire, si c'était nous, on aurait peut-être une autre vision, mais c'est pas à nous qu'incombe la responsabilité de mettre à disposition pour les écoliers. D'accord. Centre des Cornouillers. Fin 2025, plusieurs centres irriguant le quartier des Cornouillers vers le groupe scolaire ont fait l'objet de travaux de réfection. Ces derniers temps, des cloques apparaissent sur le tapis rénové. Quelles en sont les causes et quelle suite avez-vous donné vis-à-vis de l'entreprise qui a réalisé ces travaux? Alors ces dégradations, on est bien d'accord, anormales compte tenu de la date récente de la réalisation des travaux, ont été formellement signalées à l'entreprise titulaire du marché le 22 avril 2026. Une phase de diagnostic est actuellement engagée avec cette entreprise afin d'identifier les causes exactes du phénomène. Sur cette base, des échanges sont en cours pour définir les mesures correctives à mettre en œuvre sur les malfaçons manifestes dans le respect des obligations contractuelles et des garanties applicables. La commune suit ce dossier avec attention afin que les reprises nécessaires soient réalisées dans les meilleurs délais et selon les modalités techniques conformes aux règles de l'art. D'accord. Donc il y a bien un constat partagé de dire que c'est anormal et effectivement, parce qu'il y a des cloques qui apparaissent sur des endroits où à la limite il n'y avait rien avant et le fait d'avoir refait, ça crée des défauts. Ok. Circulation routière sur les coteaux. Les travaux liés au projet immobilier sur le Grimpé dénommé Plein Sud entraînent des circulations importantes de véhicules lourds dans le quartier des coteaux. Si celles-ci peuvent s'expliquer dans la rue des Chênes, pourtant interdite aux véhicules supérieurs à 3,5 tonnes, elles sont plus incompréhensibles rue Berthelot, également interdite aux véhicules supérieurs à 3,5 tonnes. Grâce à la vidéoprotection en place, quel est votre constat et quelles mesures avez-vous déjà prises ou comptez prendre pour prévenir les circulations interdites? Alors nous sommes conscients de la problématique. Plusieurs demandes d'intervention de présence auprès de la police municipale ont bien été formulées par courriel à la date du 23 mars dernier notamment. Et depuis, 2 interventions de présence à verbalisation ont été réalisées. Et au-delà de ces interventions ponctuelles, la police municipale passe régulièrement dans ce secteur, rue des Chênes, rue Berthelot, rue des Pierres. Elle connaît la situation et assure son travail de surveillance et de contrôle. Concernant la circulation des poids lourds dans la rue des Chênes notamment, nous rappelons qu'elle est autorisée pour les besoins du chantier Plein Sud, donc le chantier qui est accessible rue des Chênes, uniquement sur le tronçon qui est compris entre le bas de la rue, donc côté ouest, et le chantier. Et les engins arrivent par le bas de la rue des Chênes et repartent dans l'autre sens par le même itinéraire. Et qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Une charte de chantier a par ailleurs été signée début mars 2026. Elle fixe les règles de bonne conduite ainsi que les engagements du promoteur envers la commune. Elle s'applique à l'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier, sous-traitants compris, qui en ont été informés. Je crois qu'il y a même une adresse mail à laquelle les riverains peuvent adresser des courriers. Enfin, il paraît important de rappeler qu'un chantier, évidemment, ne peut simplement pas se dérouler sans que les engins nécessaires puissent y accéder. Et à ce jour, tous les poids lourds contrôlés dans la rue des Chênes étaient bien liés au chantier Plein Sud pour l'instant, mais effectivement, on est très vigilant et notamment sur le respect de cette charte chantier. Oui, mais on est complètement en phase là-dessus. C'est pas que c'est précis dans la question. C'est surtout la rue Berthelot. C'est la rue Berthelot. Vous avez des SMI qui passent. Alors des fois, il y a des caisses, il y a des bennes. Donc on ne sait pas si ça a un rapport avec le chantier ou pas, mais enfin, ils traversent quoi. Et là, on parlait tout à l'heure en termes de budget, les coûts de la voirie. Une circulation, ça va, mais quand vous en avez régulièrement qui passent sur une voirie là qui est communale et dont la charge appartient à la commune, autant on n'est pas sur la RD 86. Et alors moi, du coup, la question c'est pourquoi la vidéoprotection, on s'en sert pas? Parce que la dernière fois, on a vu des débats. Non, mais d'accord, c'est pas automatique. La vidéo-verbalisation est effectivement pas automatique. Mais rue Berthelot, il y a eu des contraventions. Rue Berthelot, après, on va intensifier. Je vous entendais en termes de présence, c'est bien, ouais. Mais là, avec les vidéos, parce qu'il y a quand même de la vidéo possible, quand on voit les SMI qui montent, il y a quand même la possibilité, et le matin de bonne heure, ça passe. Hein. Et en discutant avec des habitants de la rue Berthelot, c'est pas juste une fois, c'est une manière régulière qu'il y a quand même des circulations. Donc, et c'est là, je me dis, avec la vidéoprotection, avec une observation, on doit pouvoir arriver à avoir des choses quand même. Effectivement, c'est pas automatique souvenez-vous, pour visualiser les
les infractions sur les vidéos, il faut une réquisition. Donc, s'il faut une réquisition, il faut une plainte. Donc, si vous connaissez des gens qui ont noté l'heure à laquelle il y a eu un passage. Ah, c'est pas ce qui nous a été dit en réunion publique par M. Courtois, ça. Attendez, Ça dépend des endroits. Il y a des endroits où il y a des caméras, où il y a de la vidéo-verbalisation, clairement, et d'autres non. Elles sont pas toutes vidéo-verbalisées. Enfin, il nous avait expliqué de manière très claire, moi j'avais compris bien la différence, c'est que la vidéo telle qu'elle est là, elle permet l'observation comme s'il y avait un agent de police, entre guillemets, de la police pluricommunale rue Berthelot, qui voit de ses yeux passer un camion, il relève et tout, et il est en droit, entre guillemets, de verbaliser. Si la caméra remplace les yeux de l'agent, c'est exactement ça. C'est quand quand l'agent est derrière l'écran et que quelque part la caméra est une extension de son œil sur le terrain en flagrant délit. Voilà, complètement. Et du coup, là, il peut y avoir sur des observations, parce que c'est le matin de bonne heure, parce que c'est... Alors, j'ai pas le détail de la verbalisation. Ça se trouve, parmi les verbalisations qui ont été faites, il y en a peut-être une qui a été faite. D'accord. Et je suis bien dans la remarque que c'est rue Berthelot, donc je conçois bien que le chantier, il faut bien qu'il se fasse et qu'il y a besoin d'un accès tel qu'il a été la charge conçu. chantier, oui, mais ils sont pas autorisés à passer par la rue Berthelot. Tout ça est logique, mais voilà, là, je suis sur la rue Berthelot, enfin, en tout cas. D'accord. Voilà. Et c'est pas une fois. Ça serait un camion, voilà. D'accord. Oui, on a reçu des courriers. À la fin de la dernière mandature, la collecte en porte-à-porte des déchets verts a été abordée de manière informelle en commission urbanisme et patrimoine. La mise en place de ce service sur notre commune est-elle toujours d'actualité et une étude dans les mois à venir est-elle envisagée ? Oui, cette mise en place est toujours d'actualité. Donc, nous sommes en train d'en étudier les propositions qui seront présentées, je pense, par le CITREM. Alors, le CITREM, c'est les élections demain, c'est ça ? Donc, c'est des propositions qui feront également l'objet d'une présentation en commission mixte urbanisme cadre de vie dans les prochaines semaines. Plan local d'urbanisme. Suite à l'annulation de la délibération du 26 septembre 2025 approuvant le PLU et au nouveau vote du 6 février 2026, toutes les personnes ayant déposé un recours gracieux après le 26 septembre 2025 ont-elles déposé de nouveaux recours? Sinon, combien n'ont pas redéposé un nouveau recours? À la suite de l'annulation de la délibération du 26 septembre 2025 approuvant le PLU et du nouveau vote qui est intervenu le 6 février 2026, tous les requérants n'ont effectivement pas systématiquement renouvelé leur démarche. Pour la délibération du 26 septembre 2025, la commune avait enregistré 5 recours gracieux ainsi qu'un recours contentieux devant le tribunal administratif. Depuis la nouvelle délibération du 6 février 2026, nous avons à ce jour 1 recours gracieux et 2 recours contentieux devant le tribunal administratif. Alors pour ce conseil municipal, nous avons reçu les projets de PV des conseils municipaux des 15 décembre 2025, 6 février 2026, 22 et 31 mars 2026, soit avec un délai de plus de 4 mois pour le plus ancien. Les délais entre les séances du conseil municipal et la publication de leur PV sont anormalement longs et ils ne permettent pas de respecter l'esprit, on aurait pu mettre la lettre, de l'article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales. Pour une bonne information des Pomponnais, quel mode de fonctionnement comptez-vous mettre en place pour permettre une approbation du PV et une publication respectueuse du cadre légal? Les délais exceptionnellement longs constatés sont liés à des contraintes ponctuelles de moyens humains. Ils demeurent exceptionnels et les services mettent tout en œuvre pour revenir rapidement à des délais conformes à l'esprit de l'article L2121-15 du CGCT. Merci. L'ensemble des questions ont été traitées. Est-ce qu'il y a des